Donc Patrice m'a demandé de venir un peu, on va dire, témoigner sur notre expérience, voilà, sur l'évolution de notre ferme, qui a changé un peu en quelques années. Voilà. Donc nous, grosso modo, on est dans le canton de Garlin. Ça a toujours été une exploitation de polyculture élevage. Donc un troupeau de vaches allaitantes, 70 mères, des blondes. Voilà, il y a toujours eu du maïs semence. Voilà, et ensuite culture. Mais disons qu'il y a 15 ans, ça se résumait à du maïs grain. Voilà. Et donc aujourd'hui, on essaye de faire plusieurs cultures, on va dire, pour essayer de faire de la rotation. Voilà. Et donc dans l'historique, effectivement, je vois, on fait, au niveau du troupeau, on fait du pâturage tournant dynamique, voilà, et le semi-direct qui est arrivé, on va dire les premières parcelles en 2011 et depuis 2014, toutes les parcelles hormis celles en maïs semence. Donc les cultures de la ferme, alors d'abord le maïs, qui est resté quand même à culture phare, on va dire, qu'on fait en semi-direct derrière des couverts de Faverolles Facelli. Voilà. Ensuite le maïs semence qu'on fait en TCS, en quasi-monoculture, on va dire. On va dire que c'est du TCS, on peut appeler beaucoup de choses de TCS. Jusqu'à il y a quelques années, on avait l'habitude de décompacter. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille juste des chômeurs à disque, un coup de rotative et on sème. Alors, on va dire que pour les puristes du maïs semence, c'est pas joli, mais ça marche pas trop mal. Donc, on va dire que le rendu esthétique de la terre, des labos, pour un laboureur, on va dire que c'est pas un super travail, mais on arrive à avoir quand même des bonnes levées et des résultats qui sont plutôt très satisfaisants, quoi. Voilà. Ensuite, particularité, on fait de la fétuque de semences en contrat et du brome de semences. Alors de la fétuque, il y en a toujours eu. Mon père en a toujours fait un peu. Moi, j'en fais toujours, même un petit peu plus qu'avant. J'ai rajouté le brome en plus. On va dire que ça nous permet, déjà économiquement, c'est des cultures qui sont assez intéressantes. Et on va dire que ça nous permet de faire une bonne tête de rotation. Parce que c'est des cultures qui restent en place on va dire de 3 à 5 ans. Et on va dire que la terre est quand même bien reposée derrière. Voilà. Ensuite, du trèfle violet, ça c'est pour le troupeau. C'est des parcelles qu'on met en rotation aussi. Alors c'est trèfle violet ou luzerne en fonction des parcelles, du type de parcelle. Et ensuite du soja qu'on utilise aussi en partie pour le troupeau. Et parce que c'est une culture aussi intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu d'intrants. Et que ça s'adapte plutôt bien dans une rotation, surtout en irrigué. Voilà. Et à côté de ça, donc les prairies. Alors les prairies, on va dire autour de la ferme, qui sont toutes pâturées, uniquement du pâturage. Et ensuite, on a pas mal de prairies qui sont éloignées de la ferme. Alors où on fait, on alterne pâture et fauche. On va dire qu'elles sont tout au moins pâturées une fois dans l'année. Alors certaines sont fauchées avant, d'autres après, d'autres voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est surtout de toutes les faire pâturer, en fait, par rapport aux restitutions, quoi. Par rapport au pâturage tournant dynamique, nous on avait commencé en 2011, tant bien que mal. On était allé voir des agriculteurs qui pratiquaient, qui essayaient, on va dire. Donc les premières années, on va dire, on s'est tâté un peu, on a fait ce qu'on a pu, on avait découpé, on n'avait pas trop découpé, on faisait du fil avant, fil avant, sans fil arrière, surtout, la première année. Et après, on est venu à faire du fil avant, fil arrière.
c'est quelque chose après qu'on a démocratisé parce que c'était, on va dire, c'était ce qui marchait le mieux dans notre système. Mais suite à ça, on avait réfléchi parce qu'on faisait du vélage toute l'année. Et c'était quand même dommage en fait, de faire beaucoup de stocks fourragés pour donner à des vaches qui allaient véler l'hiver. Alors c'est pour ça, alors ceux qui ne sont pas éleveurs, ils sont peut-être loin de cette optique. Alors nous on est allé voir des gens qui faisaient du vélage groupé. Alors on va dire la plupart faisaient du vélage groupé d'automne. Et donc qui avaient des bêtes, on va dire, avaient des forts besoins en bâtiment en hiver. Donc il fallait du gros stock fourragé, maïs en silage d'herbe, du foin. Nous on est un peu allé à contresens, on s'est dit pourquoi on ferait... Enfin je dis nous, mais mon père il croyait pas trop, mais maintenant il est convaincu. On s'est dit pourquoi on ferait pas du vélage de printemps, comme ça, je veux dire les vaches elles vèlent, et après mars, avril, mai il y a de l'herbe. Donc au moment où elles ont le plus de besoin, en fait, c'est au moment où elles vont être dehors. Donc en fait, c'est au moment où elles sont à l'herbe qu'elles nous coûtent le moins cher. Donc on a groupé les vélages sur mars-avril. Ça peut paraître un peu fou parce que en fait, c'est là où on a le plus de boulot dans les cultures, pour les cultures. Alors bon, on va dire que c'est les périodes où on ne s'ennuie pas. Mais par contre ça nous a permis on va dire qu'on partait de loin au niveau des résultats techniques. On était plutôt moyen, voire plutôt mauvais certaines années, et on va dire qu'on est là, on est plutôt dans les bons. Et voilà, en diminution de frais vétérinaires, voilà, en croissance, c'est le jour et la nuit, et on y arrive plutôt pas mal. Donc on fait véler sur mars-avril. Ça on va dire que c'est la meilleure période, et ensuite on a gardé on va dire on essaye de faire véler 2 tiers sur mars-avril et 1 tiers sur septembre-octobre. Donc septembre-octobre on arrive à avoir de l'herbe, et alors après à partir du 15-20 novembre ça devient plus compliqué. Donc là on a une partie des vaches, enfin on a toutes les vaches dedans, mais dont une partie qui ont quand même des veaux, donc qui ont quand même des gros besoins. Alors la question c'est pourquoi on n'a pas tout groupé au printemps. En fait c'est parce que les vaches suitées on se les garde quand même sur toutes les terres qu'on a proches de la ferme. Donc au printemps il nous fallait quand même des animaux pour amener dans des parcelles éloignées, quoi. Donc il nous fallait automatiquement des animaux pleins, donc qui n'allaient pas véler là. Donc on a choisi cette période septembre-octobre. Voilà, donc le pâturage tournant, en fait, je veux dire, une fois qu'on y a goûté, en fait, c'est assez simple. On va voir les vaches le matin. Je vois, Patrice a mis rotation sur 12 heures, c'est exactement ça. En fait, on va voir les vaches le matin, on leur avance le fil, et on avance le fil de derrière, en fait, pour qu'elles aient en continuité de l'herbe neuve, quoi. Voilà, donc on fait ça matin et soir sur notre lot de suité. Et ensuite, sur les lots de vaches pleines qu'on a, on va dire jusqu'à 10 km de la ferme, c'est des rotations plus simples, alors en fonction du parcellaire, parce que c'est un peu tout des pentes, on s'adapte au parcellaire, c'est entre 3 et 5 jours. Voilà. 3 et 5 jours de rotation. Voilà. Ensuite, on irrigue une partie des prairies qu'on a autour de la ferme. On va dire que ça nous permet d'avoir de l'herbe un peu plus longtemps en été. Donc en fait les vaches qui vèlent en mars-avril, ça nous permet de les avoir à l'herbe quasiment jusqu'au 15 août. Donc en fait du vélage jusqu'au sevrage, les vaches elles sont dehors avec les veaux. On ne complémente pas du tout les veaux, c'est 100% à l'herbe, quoi. Donc ça nous permet de prolonger, on va dire, la durée du pâturage en été. Et en général, à l'automne, ça nous arrive aussi d'arroser en septembre, pas cette année, mais quand on a des mois de septembre un peu secs, ça nous arrive d'arroser, et comme ça nous permet aussi de prolonger en fait, le pâturage. Par exemple, sur ce qu'on fait pâturer début septembre, on va réarroser derrière, un peu pour booster la pousse et avoir de l'herbe plus longtemps à l'entrée de l'hiver, pour essayer en fait, de faire pâturer
jusqu'au 15-20 novembre. Alors des fois c'est le 10 novembre, des fois c'est le 20. Voilà, mais je veux dire, plus les vaches sont dehors en fait, et moins on aura de stock à faire. Et donc plus on aura fait d'économies. Alors les prairies, on en a réensemencé. Après, je veux dire, une fois qu'elles sont en place, théoriquement, si on ne surpâture pas et si on ne sous-pâture pas, après je veux dire, elles vont, les proportions, on va dire, qu'on a mis de graines dans le mélange, elles vont s'adapter un peu. Et bon, après, honnêtement, ça a l'air de bien vieillir. Après, est-ce qu'il faudra en refaire? Je ne sais pas. On va dire, depuis 2012, il y a des 2012-2013, on a fait des prairies en 2012 qui sont toujours là, quoi, on va dire, et qu'on n'a pas touché. Et qu'on ne va pas toucher de ces prochaines années parce qu'elles continuent à produire, on va dire, normalement. Et voilà. Mais de faire de cette rotation, en fait, c'est la rotation intensive. Donc, dans l'année, en fait, on va faire passer les vaches sur des prairies qu'on irrigue 7 ou 8 fois, quoi. Donc, en fait, plus on passe, plus il y a de restitution et quelque part, plus on met d'engrais organique, voilà, parce qu'on ne met pas d'engrais de synthèse, mais voilà, et donc en fait, plus on va pâturer, et plus on va stimuler la prairie, et plus on va faire pousser d'herbe, quoi. C'est un cycle continu, quoi, on va dire. Ça nous arrive, c'est même souvent d'abîmer. Au mois de mars, l'an dernier, on a sorti les premiers lots. Alors en fait, en début de campagne, quand c'est humide, on sort la journée, on rentre la nuit. Voilà, ça nous permet en fait de faire manger de l'herbe sans trop abîmer et sans trop faire manger de foin à l'intérieur. Alors on met du foin à l'intérieur la nuit, la journée à l'herbe. Alors la journée ça abîme, hein. Des fois, je veux dire, vous rentrez les vaches, on ne voit plus l'herbe. Mais ça se refait naturellement, quoi. 3 semaines après, on revient faire pâturer. Alors au mois de mars, pas 3 semaines, un peu plus, mais il n'y a pas de souci, quoi. Il y a des fois, ça m'arrive, il tombe, je suis parti en réunion ou ailleurs, il tombe 20 mm à la journée, vous revenez le soir. Je veux dire, l'herbe, vous la voyez plus trop, quoi. Alors elles ont pâturé, mais elles s'en sont foutues pas mal sous les pieds. Mais je veux dire, ça fait un peu peur au début, mais après, une fois qu'on a pris l'habitude, il n'y a pas de souci. 3 semaines après, l'herbe elle est revenue et elle est là. Voilà. Alors après, on pourrait se dire, certaines diraient, ouais, mais c'est du gaspillage, elles s'en foutent sous les pieds. Bon, je suis d'accord, hein, mais le problème, c'est que si on ne la fait pas manger là, après, il faut faire de l'ensilage, il faut faire de l'enrubanage, et il faut faire du stock, et puis après, on repousse encore la pâture, et au final, de faire du stock, c'est pas trop dans l'optique, quoi. On en fait, bien sûr, mais moins on en fait, je veux dire, moins on en a besoin, et moins on en fait, et moins ça coûte cher, quoi. Juste pour préciser, par rapport au piétinement, justement, et à l'effet du piétinement, là, vous faites des très très courts temps de séjour, finalement. Voilà. Mais ce qui est le plus préjudiciable à une prairie, à la végétation, c'est la durée du séjour. Remettez les vaches 3 jours, 4 jours, 5 jours au même endroit, en conditions un petit peu limites, ça c'est sûr que vous allez massacrer votre prairie. Mettez-les à très très fort chargement, mais pendant une durée de temps très court, et en respectant derrière un temps avant retour, qui va permettre à l'herbe et au sol, au sol aussi, de se refaire, il n'y aura pas de problème, la preuve. Voilà, c'était exactement ce que je voulais dire, mais disons qu'elle a l'habitude. Et moi pas.